All right, oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. Lord John, the court panel international at Uwait. Please be seated. We will answer. Good morning, everyone. Madam Court Officer, can you kindly mention the case? Good morning, Madam President, Your Honors. The situation in the Central African Republic 2, in the case the prosecutor versus Mohamed Said Abdelkani, case reference ICC 0114 0121, and we're in open session. Thank you very much. Can I ask for representation, starting with the prosecution, please? Thank you, Madam President, Your Honors. Good morning. For the prosecution this morning, myself, Holo Makwaya, Senior Trial Lawyer, Thomas Bifoli, Marie-Jean Sardachi, Trial Lawyers, Brunhild Lebai, Vanessa Gray, Trial Lawyers, Sanyu Ndagire and Anusha Rawa, also Trial Lawyers. Thank you. Thank you very much, Counsel. Representation for the victims, please. Ms. Pele. Merci Madame la Présidente. Les victimes sont représentées par Gilles Dibert-Bekoy, Adeline Bédoucha, Tars von Litzenborg et moi-même, Sarah Pellet, conseil au bureau du Conseil public pour les victimes. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Pele. For the defense, Ms. Nauri. Merci Madame la Présidente, bonjour. Alors à côté de moi, nous avons Maître Jacobs. Nous avons aussi Fianna Gantré. Derrière moi, nous avons Maître François Jacquemin, Emma Conti, Nolwenn Moniquet et nous avons aussi Benjamin Duclos qui nous a rejoints. Quant à moi, je suis Jennifer Naouri, conseil principal de M. Said. Thank you very much, Ms. Nauri. And for the record, I do take note that Mrs. Said is in court with us here. A very good morning to you, Mrs. Said. I hope I see you well. Oui, bonjour Madame la Juge Présidente. Good morning. Now, welcome everybody to the second day of the closing statement in this case. We will now hear from the defense. Counsel, you have 90 minutes to respond to any specific points raised by the prosecution yesterday, followed by 60 minutes to summarize your case and make final submissions. The registry, as it graciously did yesterday, will be monitoring the time and will inform the chamber when the allotted time is due to end. The floor is yours, Counsel. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, nous sommes aujourd'hui à la fin du procès, au moment du bilan, de ce que l'accusation a présenté devant la Cour et au moment où il convient d'en tirer les conséquences. L'accusation, qui a la charge de la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, puisque c'est elle qui a pris la responsabilité de présenter cette affaire devant la Cour pénale internationale. Or, en écoutant l'accusation, je n'ai entendu aucune réponse aux éléments de doute soulevés par la défense, aucun élément de réponse aux questions posées par la défense, et ce, depuis le tout début de l'affaire.
En écoutant l'accusation, j'ai entendu qu'elle était prête à dénaturer les propos de ses témoins ou tout simplement ignorer ces propos pour tenter d'imposer une fiction qui n'est soutenue par aucun élément de preuve. Aujourd'hui encore, plus qu'au début du procès, il ressort que le narratif proposé est une déformation de la preuve de l'accusation elle-même afin de dissimuler les failles de son cas. L'accusation avait proclamé au début du procès disposer d'une preuve d'une grande qualité, notamment technique et scientifique. Aujourd'hui, que constate-t-on? Pas de preuves balistiques, pas de preuves médico-légales, aucune autopsie, aucune expertise médicale, aucun document médical contemporain aux faits fournis par les témoins. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de preuve de blessure. Dans une procédure sérieuse, comme devant la CPI, des photos prises d'une cicatrice 5 ans après les faits allégués ne sont indicatrices de rien. Il n'était pas interdit de faire appel à un médecin. L'accusation l'a fait dans d'autres affaires ici devant la Cour. Dans notre dossier, rien. L'accusation n'a eu de cesse de répéter hier que ce n'était pas nécessaire. Mais alors, on pourrait penser qu'elle disposait d'autres éléments pour établir une blessure ou la cause d'un décès. C'est quand même son travail de prouver ce qu'elle allègue. Or, il n'y a rien dans le dossier. Prenons PK9. Tous les témoins se contredisent sur la cause du décès des victimes. Tous. Dans un tel cas de figure, la preuve médico-légale aurait permis d'établir la cause du décès. Or, l'accusation n'apporte rien. Pourquoi? Son enquêteur, P3114, vous l'a dit en audience. La cause de la mort ne l'intéresse pas. Et il concède que dans le dossier, il n'y a pas d'éléments permettant de connaître les causes du décès. En réalité, la preuve présentée par l'accusation est très faible et ne permet pas de soutenir son cas. Qu'il s'agisse de faits centraux aux charges, qui reposent sur un témoin unique, non corroboré, rédhibitoire d'un point de vue probatoire pour établir un fait judiciaire. Des témoins dont l'identité n'a pas été vérifiée. De l'aveu même du même enquêteur, P3114. Ou au moins un témoin qui a carrément donné une fausse identité, P2573. On a même des faits centraux aux charges qui reposent sur des témoins qui ont refusé de témoigner. En effet, vous le savez, concernant 2 incidents reprochés à M. Saïd, les incidents D et K, les témoins n'ont pas voulu se présenter devant la Cour. Alors que fait l'accusation quand on lui demande si elle a abandonné ces incidents? Elle s'obstine. Elle refuse la réalité que ses propres témoins ne veulent pas soutenir ces allégations. Et elle vous dit hier, vous inquiétez pas, il y a suffisamment d'éléments au dossier. Qu'est-ce qu'elle considère suffisant? Ce sont des interviews données dans la presse. Des interviews dans la presse. Dans un tel cas de figure, on ne peut même pas parler de standard de preuve. Ce serait un euphémisme.
Concernant la construction narrative du cas de l'accusation maintenant, nous sommes aussi très loin d'une démonstration. Lors de notre procès, nous avons discuté les présupposés, les affirmations, les conclusions annoncées par l'accusation. Et nous constatons qu'elle a été incapable d'établir la moindre de ces allégations. Rien des annonces de départ ne s'est vu réalisé lors du procès. Au contraire, parce que l'accusation s'est obstinée à ignorer tous les éléments qui n'allaient pas dans son sens, alors que ses témoins lui présentaient une autre réalité. À l'ouverture du procès, l'accusation avait simplement présupposé une organisation de groupe composant la coalition politique qui s'appelle Seleka en Sango, sans jamais démontrer cette organisation. Que constate-t-on aujourd'hui? La situation n'a pas changé. L'accusation n'apporte toujours aucun élément sur l'organisation de ces groupes, rien. Tout comme depuis le premier jour de cette affaire, l'accusation présuppose l'existence d'une coalition en 2012, se contentant de citer 3 groupes principaux, sans jamais expliquer la structure supposée de la coalition. Pas un seul élément du dossier permet de savoir comment les différents groupes, FDPC, CPJP, CPJP fondamental, UFDR, CPSK, dont il est d'ailleurs impossible d'établir le leadership, parce qu'il y a des luttes internes et externes entre eux, rien au dossier permet de savoir comment ils se seraient organisés. C'est pourtant fondamental, parce que tous les témoins et les sachants sont d'accord pour dire que la coalition dite Seleka est une alliance de circonstances de groupes hétéroclites, sans chaîne de commandement et sans leadership politique. Alors nous avons posé la question à l'accusation. Quelle est la structure de la Seleka? Aucune réponse à ce jour. Le seul moyen qu'elle a trouvé, au lieu de démontrer quoi que ce soit, c'est de présumer que parce qu'in fine, des groupes de la coalition ont pu arriver à Bangui le 24 mars 2013, il devait y avoir un certain degré de coordination de la part de ces groupes avant, et j'insiste, avant le 24 mars 2013. Et ensuite, de présumer qu'une telle organisation, pourtant j'avais démontré, aurait perduré après le 24 mars 2013, sans jamais le démontrer. Et nous l'avons vu en audience hier. Nous avons écouté le commentaire d'un PowerPoint qui représentait une carte qui ne portait absolument pas sur la période des charges, et nous n'avons rien entendu sur qu'est-ce qui se passe après. Que se passe-t-il après le 24 mars 2013 ? Que devient la coalition ? Et c'est ça la vraie question dans notre affaire. C'est de savoir quelle forme aurait pris la coalition après le coup d'État, si tant est qu'elle en ait eu une. Savoir quelle est la forme de la coalition pendant la période des charges. L'accusation ne répond jamais à cette question. Quelle était sa structure ?
son organisation verticale, quels étaient ses membres, quelles sont les instructions, quelles sont les lignes de communication, existe-t-il des réunions? À rien. Nous ne savons rien pendant la période des charges. Elle en est bien incapable parce qu'il ressort du dossier qu'à l'arrivée des groupes à Bangui, la coalition se désagrège. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les témoins de l'accusation. Des récits d'initiés tels que P2105 ou P2163 qui ont participé à cette descente, il est clair de leurs récits que les porteurs d'armes incontrôlés sont guidés par des gains personnels et que d'autres personnes se revendiquent soudainement, spontanément, comme c'est le cas, pour tenter de s'enrichir. Comment imaginer la moindre coordination dans un tel contexte ? Face à cet obstacle factuel, l'accusation invente alors une fiction, la fiction du gouvernement Séléka, qui aurait mis en œuvre une certaine politique. Mais alors, l'accusation aurait dû démontrer, lors du procès, l'existence de ce soi-disant gouvernement Séléka. Elle aurait dû appeler les témoins utiles qui ont fait partie de ce gouvernement. Or, que constate-t-on? Pas un seul témoin ayant fait part du gouvernement de transition de Dotodja, issu de la majorité présidentielle dite Séléka. Aucun. Pas Dotodja, pas d'Afan, pas Noureddin Adam, pas Djoubaï, pas Jono Abba, pas Gazambeti, pas Tchingamguéré. Aucun d'entre eux. Sachant que Djoubaï, Jono Abba font encore partie du gouvernement actuel, encensé par le procureur adjoint hier, qui nous a parlé d'élections soi-disant démocratiques. Comment l'accusation pourrait-elle établir l'existence d'une moindre politique qui aurait été conçue par des membres d'un groupe d'affidés de la majorité présidentielle Séléka, sans aucun témoin pour parler de cette politique? Sans aucun témoin pour parler d'éventuelles instructions. Sans aucun témoin pour parler d'éventuelles réunions. C'est tout simplement impossible. D'ailleurs, l'accusation n'établit pas la réalité de ce soi-disant gouvernement Séléka. Au contraire, si on écoute les propres témoins de l'accusation, seuls 9 membres sur 34 du gouvernement étaient issus de la majorité présidentielle Séléka. C'est un quart du gouvernement. Et les témoins nous disent, notamment P23-28, que les cadres du KNK sont restés en place. C'est quoi le KNK? C'est le parti de Bozizé. Donc nous avons un gouvernement avec un quart de Séléka, plein de cadres et plein de ministres qui étaient en place sous Bozizé et quelques ministres issus de la société civile. On est très loin d'un gouvernement au parti unique Séléka. En réalité, ce qui ressort du dossier, c'est qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement multipartite, et surtout, parce que c'est ici toute la différence, un gouvernement où les membres remplissent leur rôle en toute indépendance, contrairement à un gouvernement autoritaire fantasmé par l'accusation.
Il suffit d'écouter les 3 ministres que l'accusation a appelés, qui ne sont pas issus de la majorité présidentielle Séléka, et qui revendiquent tous leur autorité, leur indépendance dans leurs fonctions et un rôle actif. Que ce soit Nicolas Tiangaï, Premier ministre quand même, qui parle, et je le cite, de « mon gouvernement », le gouvernement que je dirigeais. Nicolas Tiangaï, il n'a jamais fait partie de la coalition Séléka, hein. Il revendique son rôle auprès des représentants internationaux, comme le fait d'ailleurs P0349, ou Jean-Jacques Demafout, le ministre conseiller en désarmement, qui revendique un rôle actif et surtout sans influence de la part de Dotodja. Il ressort donc de leur récit, de ces 3 ministres, que les instructions données par le gouvernement de Tiangaï et Dotodja étaient de mettre en œuvre des mesures de confiance sous l'égide de la communauté internationale. Mesures de confiance visant à stabiliser la situation. Et donc que de nombreuses réunions sont tenues à cet effet. C'est quoi les mesures de confiance? Les mesures de confiance visaient à mettre en place des patrouilles mixtes. Mixtes, on y reviendra plus tard dans la journée, mais mixtes entre des représentants de la FOMAC et ce que les internationaux ont appelé des Séléka disciplinés. C'est ça les mesures de confiance. C'est le cantonnement et le désarmement des porteurs d'armes. Et le recrutement de nouveaux FACA. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a décidé qu'il fallait une période de transition de 18 mois. C'est ça la période des charges. C'est une période de transition de 18 mois. Une transition nécessaire. Il n'est pas possible de faire fi de cette réalité, malgré tous les efforts de l'accusation, qui fait comme s'il aurait été normal qu'au lendemain d'un coup d'État, les institutions régaliennes fonctionnent comme si de rien n'était, qui plus est dans un pays qui connaissait déjà de grandes difficultés à cause d'un État décrit comme fantôme, donc démissionnaire. Ce n'est pas réaliste. L'accusation a aussi décidé d'ignorer ses témoins quand ils expliquent la période de troubles internes caractérisée par la présence de porteurs d'armes incontrôlés. Les fonctionnaires, en particulier les FACA, ont repris le travail. J'insiste ici. Les fonctionnaires dont des FACA, donc pas des Séléka, sont revenus travailler. Pour tenter d'ignorer le rôle des fonctionnaires, qui n'ont rien à voir avec la coalition, l'accusation a décidé de ne pas appeler le chef d'état-major d'Olewaya, le directeur de la police Linguisara ou le procureur de la République Alain Tolmo. Aucun d'entre eux n'est issu de la coalition, mais tous ces fonctionnaires sont revenus travailler. C'est surprenant de la part de l'accusation, parce qu'à écouter les témoins de l'accusation, tous ces responsables ont rempli leur fonction de manière effective, en donnant des instructions et en conduisant les procédures sur place. Par exemple, concernant Linguisara, les témoins P2563, P2161, P0349, P1524, P1737, P2478,
P0338 confirment tous son rôle actif, réel et hiérarchique. Rappelons que Lingui Sara était déjà le directeur de la police sous Bozizé et qu'il a été maintenu à ce poste sous Dotoja. Et encore aujourd'hui, il occupe un poste à responsabilité dans l'administration de Touadéra. Avec tant de corroborations de témoins sur le rôle de Lingui Sara, on peut vraiment s'étonner pourquoi il n'a pas été appelé. Benjamin Malou, le directeur de l'OCRB, a expliqué que c'est Lingui Sara, dans sa capacité de directeur général de la police, qui coordonnait et animait toutes les activités des différentes directions de service de la police nationale. Et que Lingui Sara rendait compte directement au ministre de la Sécurité, donc à Noureddine Adam. Au vu de ces récits des témoins de l'accusation, s'il y a une politique d'État, comme le considère l'accusation, Lingui Sara, qui n'est pas un Séléka, y a nécessairement participé, notamment pour assurer l'obéissance des FACA au gouvernement. Et c'est ça ce qu'on nous reproche ici. La personne qui assure l'obéissance des FACA au gouvernement, alors pourquoi ne pas le poursuivre, ou tout du moins l'appeler à témoigner? Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, vous le savez, le dossier le démontre, il était tout à fait possible de l'appeler à témoigner. Il en va du même du rôle du procureur Alain Talmot. Les témoins expliquent son rôle actif pendant la période des charges, en particulier à l'OCRB, notamment P0481, P1429, P3056, P3064, P2563, P0547, P2241, P2239, P2105, P0338, P2478, P0787. Je suis désolée, mais si ça, ce n'est pas de la corroboration, je ne sais plus ce que ce terme signifie. D'ailleurs, selon un sachant très informé, P0234, Alain Talmot était tout le temps à l'OCRB. Le procureur Talmot est placé à l'OCRB tant par le personnel y travaillant que par les personnes détenues, chacune et chacun expliquant son rôle dans leur arrestation ou dans les arrestations, dans le transfert de détenus, dans le maintien en détention, dans les auditions ou dans la libération de détenus. Talmot a poursuivi sa carrière et aujourd'hui, il est procureur de la Cour pénale spéciale. Et le procureur de la CPI s'est félicité publiquement de leur coopération. Or, en même temps, dans son mémoire écrit, l'accusation reproche à Talmot d'avoir eu un rôle dans certains incidents. Mais alors, pourquoi ne pas le poursuivre? Ou tout du moins l'appeler à témoigner. Surtout qu'il ressort du dossier qu'il était tout à fait possible de le faire. À partir du moment où l'accusation prive la Cour des témoins de premier plan, il convient de tirer les conséquences de ces manques qui créent des doutes irrémédiables dans le cas de l'accusation. Autre élément que l'accusation avait proclamé au début du procès et qu'elle réitère aujourd'hui dans son mémoire. L'Office central de répression et du banditisme, l'OCRB, serait un lieu opaque, avec des murs très hauts, afin de donner l'impression d'une prison de circonstances cachée.
Or, après avoir entendu les témoins de l'accusation, que constate-t-on? Que cette position est intenable. Aucun témoin de l'accusation ne décrit un tel lieu. Aucun. Si on écoute chacun des témoins, que ce soit le personnel travaillant à l'OCRB, les personnes détenues ou leurs proches, tous racontent la même chose. L'OCRB est un lieu bien connu du public, qui se situe dans un lieu connu, un lieu fixe, le même depuis des décennies. Et ce lieu est accessible au public, y compris pendant la période des charges. C'est ce qui ressort du dossier de l'accusation. L'OCRB fonctionne comme à son habitude. La seule différence est le sous-effectif, qui sera temporairement comblé par une mission d'appui en application des mesures de confiance. En effet, les patrouilles mixtes. Les patrouilles mixtes sont décidées par le directeur de la police, Linguy Sarah, et, comme je l'avais dit lors de mon discours d'ouverture, les représentants du gouvernement, tels que P10-19, ont décidé d'envoyer des volontaires, dont certains issus d'anciens groupes Seleka, pour combler le vide, le temps de trouver une solution et de cantonner les porteurs d'armes incontrôlés. C'est le transcrit 11 à partir de la page 51. Cet état de fait ne change rien au rôle des officiers de police et au mode de fonctionnement de l'OCRB, qui est d'ailleurs le même aujourd'hui. Nous y reviendrons en détail dans notre conclusion, mais je voudrais d'ores et déjà insister sur le fait qu'il ressort du récit des témoins, et je pense que ce sont les références les plus corroborées du dossier, que les détenus sont enregistrés à l'OCRB, que le procureur de la République collabore avec le personnel de l'OCRB, que les visites familiales sont autorisées, que des plaintes peuvent être déposées, que les observateurs de la société civile, tels que la France, la Croix-Rouge, la FIDH, y ont accès. Même les vendeuses d'arachides y ont accès. Voici le lieu secret et caché que veut nous vendre l'accusation. Un lieu où des petites filles vendeuses d'arachides viennent sans crainte et sans difficulté dans l'enceinte de l'OCRB pour vendre de l'arachide. Un mot sur la population carcérale de l'OCRB, telle que racontée par les témoins, qui réduit à néant les allégations de l'accusation. Si on accueille les faits concrets racontés par les témoins, sans a priori, sans vouloir imposer notre système de valeurs, on peut connaître de la réalité des raisons justifiant la détention des personnes à l'OCRB. Les témoins eux-mêmes racontent ce qui leur est reproché. Ils expliquent des histoires de vol, de détournement de fonds, des détentions d'armes. Les témoins disent aussi explicitement que la population carcérale est composée de personnes qui ont enfreint la loi, que ce soit des délinquants de droit commun ou des anciens Seleka. D'ailleurs, ces personnes, certaines d'entre elles seront condamnées, d'autres relaxées par des juges. Elles ont donc bien fait l'objet d'une procédure judiciaire. L'accusation nous avait aussi annoncé qu'elle démontrerait l'existence d'un conflit armé pendant la période des charges. Position qu'elle est seule à tenir. Personne ne considérait à l'époque, ou depuis lors, qu'il aurait existé un conflit armé entre avril et août 2013 en République centrafricaine. Pas le Conseil de sécurité de l'ONU, pas le groupe d'experts de l'ONU,
pas le HCR, pas le CICR, aucun commentateur, aucun journaliste, aucun militaire, aucune ONG, personne. Face à cette situation, on aurait pu imaginer que l'accusation apporte une preuve solide pour démontrer le contraire. Or, que constate-t-on à la lecture du mémoire? Que l'accusation est encore une fois obligée d'ignorer ses propres témoins. Les soi-disant forces proboscisées. Aucun, pas un seul de ces témoins ne corrobore cette affirmation. Les témoins précisent même qu'ils ne voulaient pas que les politiques récupèrent le mouvement spontané, populaire, qui a émergé dans la seconde moitié de 2013. Comme par exemple P2269. Et P0405 est très clair concernant Bozizé. Concernant Bozizé, il dit « Il n'est pas bien celui-là ». Des groupes d'autodéfense lourdement armés. Les témoins décrivent tous se battre avec des fusils artisanaux, des bouts de bois, voire des casseroles. L'accusation n'apporte pas plus d'éléments au soutien d'une quelconque organisation entre avril et août 2013. D'ailleurs, le peu de fois où l'accusation tente de dater quoi que ce soit, comme l'existence d'escarmouches sporadiques, c'est après septembre 2013. Donc en dehors de la période des charges. Les témoins sont clairs à ce sujet, que ce soit les sources centrafricaines, les sources françaises, les sources représentant la communauté internationale. J'insiste, ce ne sont pas que les experts qui le disent, ce sont tous les témoins concernés. Ceux qui seront ensuite considérés comme les anti-Balaka, les témoins de l'accusation sur place et les autres en position de sachant. L'accusation se trouve donc à la fin du dossier comme au début, sans aucun élément pour démontrer l'existence d'un conflit armé entre avril et août 2013. Et ce constat est crucial, puisque la connaissance de M. Saïd doit s'évaluer au moment des faits. Or, comment l'accusation peut-elle alléguer que M. Saïd aurait dû avoir connaissance d'une situation dont personne d'autre n'avait connaissance en 2013 ? Ni les témoins de l'accusation, ni les spécialistes, personne. Un mot sur les incidents confirmés, qui devraient être prouvés par l'accusation au-delà de tout doute. Mais que constate-t-on? L'accumulation de doutes pour chacun des incidents, la multitude de doutes est d'une telle ampleur qu'aucun incident n'est réellement établi au standard judiciaire. L'accusation présente une preuve testimoniale faible et fréquemment non corroborée, présentée par des témoins à la crédibilité douteuse. Et j'insiste sur la crédibilité douteuse. Nous renvoyons ici à notre mémoire, mais pensons important d'illustrer notre propos par quelques exemples révélateurs. Concernant l'incident E, le témoin P0622 avait initialement décrit dans sa déclaration écrite, dans le détail, 1 mois de détention à l'OCRB. 1 mois.
Or, il dira en audience n'y avoir passé que quelques heures. Ça remet quand même sacrément en question la crédibilité de son récit. On ne peut pas avoir vécu en quelques heures ce qu'on aurait vécu en un mois. Ce constat n'empêche pas l'accusation, notamment hier, de se servir de son témoignage comme si de rien n'était. Concernant les incidents F et N, il ne s'appuie que sur un témoin unique. Et on ne connaît pas la date des incidents, pas l'identité des victimes alléguées. Les incidents aussi flous, non corroborés par d'autres preuves, sauraient décemment être acceptés à la Cour pénale internationale. C'est ici que se pose la question probatoire. Un témoin qui ne donne pas d'informations vérifiables, qui se contredit sur des points clés, qui ment sur son identité, ce sont de tels éléments qui empêchent de se reposer sur un seul témoin. C'est ici la raison d'être du principe probatoire testus unus, testis nullus. Qu'il y ait eu dans d'autres affaires des témoins qui paraissaient crédibles, je l'accepte volontiers. Mais quand on a des témoins qui se contredisent, qui donnent des informations invérifiables, qui mentent sur leurs identités, là, c'est inacceptable. C'est ce que vous demande pourtant l'accusation. Croire des témoins uniques qui ne font pas sens. Il ne peut pas y avoir d'approche holistique avec des témoins non fiables et non crédibles. Le doute profite à M. Saïd. Néanmoins, il est remarquable que malgré les contradictions, les récits sur les incidents racontés par les témoins mettent quand même à mal les affirmations de l'accusation. Prenons un exemple symbolique, le motif des arrestations et des détentions. Pour la grande majorité des incidents, il ressort des témoignages et de la preuve documentaire qu'il existe un motif légitime d'arrestation, ce qui contredit l'allégation de l'accusation selon laquelle les personnes auraient été arrêtées parce que perçues comme soi-disant proboscisées. L'aveuglement de l'accusation est tel qu'elle prétend encore aujourd'hui que P2519 aurait été arrêté parce que perçu comme proboscisé. Alors que justement, P2519 lui-même explique avoir été condamné pour s'être associé avec des sélékas. Donc une personne qui a été condamnée par les autorités judiciaires sous le gouvernement de Dotodja pour s'être associé avec des sélékas, selon l'accusation, ici devant la Cour, aurait été arrêté parce qu'il a été perçu comme proboscisé. C'est l'incident L. Par ailleurs, pour 10 incidents, M. Saïd n'est même pas mentionné. Et pour les 8 incidents restants, c'est un rôle extrêmement limité d'intendant qui est attribué à M. Saïd. Rôle dont l'accusation ne démontre jamais le caractère illicite dans le contexte d'un commissariat qui fonctionne. Face à cette situation, l'accusation fait feu de tout bois. Elle est prête à tout, à induire la Chambre en erreur. C'est très grave. Faire feu de tout bois, ça veut pas dire qu'ils font de leur mieux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Ce n'est pas la même chose. Ils sont prêts à tout, et je vais vous le démontrer. Par exemple, P2692. Ce témoin dit avoir été menacé à l'OCRB, sans jamais dire par qui. Il ne dit pas qui le menace.
Que nous dit l'accusation hier? P2692 aurait été menacé par M. Saïd. Je répète, P2692 ne dit jamais par qui il aurait été menacé. Il ne le dit pas. Et l'accusation nous dit hier que P2692 aurait été menacé par M. Saïd. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, quand on montre à P2692 à trois reprises, des photos de M. Saïd, y compris un selfie de M. Saïd, je pense qu'on ne peut pas faire de photos plus claires qu'un selfie. P2692 ne le reconnaît pas. Il ne sait pas qui est M. Saïd. Ce témoin ne sait pas qui est M. Saïd. Il a vu 3 photos, il a dit « je ne connais pas cette personne ». Mais l'accusation nous dit « si, P2692, il a été menacé par M. Saïd ». Ce type de fausses affirmations sont extrêmement graves. Il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. On est ici devant la Cour pénale internationale. Ce procès est inadmissible. C'est de la vie d'une personne qu'il s'agit. Enfin, un mot sur l'absence de démonstration quant à la responsabilité de M. Saïd. D'abord, sur le fait qu'il y aurait eu la moindre hiérarchie claire à l'OCRB pendant la période de transition. Si on écoute les descriptions des témoins, il est impossible de savoir qui est présent à l'OCRB, à quel moment, et que de manière générale, c'est le chaos dans le chaos. Par exemple, P0234, un sachant, explique qu'il est impossible de savoir qui était à la tête de l'OCRB parce que cela changeait tout le temps. Alors comment se manifeste ce changement dans le récit des témoins? Une multitude de personnes auraient été en charge de l'OCRB. Mazingué, Noiro, Linguissara, Tahir, Modestri, le général Abou, et un colonel soudanais. Une personne avec une longue barbe jusqu'à la poitrine et des cheveux longs. Un Tchadien, dénommé Ibrahim, ou Mahmoud, Jomin Jago, et j'en passe. Pour tenter de contourner le problème, l'accusation présuppose. Elle présuppose le rôle de M. Saïd, comme elle présuppose que M. Saïd est un leader senior au sein de la coalition Seleka, sans jamais le démontrer par un élément de preuve. Ces présupposés ne résistent pas à l'analyse, puisqu'il n'y a littéralement aucun élément de preuve dans le dossier. Aucun témoin ne présente M. Saïd comme ayant appartenu à un groupe de la coalition. Aucun. Aucun témoin n'a vu M. Saïd à Sibut ou lors de la descente vers Bangui. Aucun témoin ne le connaît avant leur arrivée à l'OCRB. Ce qui est logique, puisque M. Saïd était à Bangui plusieurs mois avant l'arrivée des groupes, ayant été affrété par Bozizé en qualité de chauffeur d'Abdoulaye Hissène. La présence d'Abdoulaye Hissène à Bangui est d'ailleurs confirmée par 1019, qui pense même qu'il s'agissait de s'en prendre au Seleka. Surtout, il ressort du dossier que la source sachante P1019
dit que Dotodja n'a aucune idée de qui est M. Saïd. Nous l'avons soumis à P3114. Dotodja ne sait pas qui est M. Saïd. Il ne sait pas. Donc celui qui serait, selon l'accusation, le senior leader de la Séléka est inconnu par Dotodja, pourtant le grand leader politique de la coalition. Ce n'est pas sérieux. Et comme elle n'a rien, l'accusation, désespérée, utilise une interview que M. Saïd aurait donnée à une personne anonyme, dont on ne sait rien, représentant la FIDH. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, dans quelle affaire à la Cour pénale internationale, une cour qui se présente comme se tenant au plus haut standard probatoire, serait-il imaginable qu'une interview d'une personne à une personne anonyme soit la preuve d'un rôle ou d'un statut d'une personne? Vous imaginez demander à des juges d'établir le rôle d'un président, le rôle d'un chef d'état-major, le rôle d'un directeur général de la police par une interview donnée à une personne anonyme, soumise à aucune déontologie, et dont le principal intéressé n'a aucune connaissance. C'est à l'accusation d'enquêter. Elle n'a pas appelé comme témoin la personne ayant mené l'interview. Elle n'a posé aucun acte d'enquête permettant de vérifier les propos qui sont attribués à M. Saïd par une personne anonyme. Ces éléments doivent être écartés. À défaut, ce serait se fourvoyer, et ce serait fourvoyer la justice. L'accusation n'est pas plus capable de démontrer la mise en œuvre d'une quelconque politique par un quelconque plan commun à l'OCRB. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons vu, les témoins de l'accusation eux-mêmes expliquent que la population carcérale de l'OCRB était composée de prisonniers de droit commun et de porteurs d'armes incontrôlés qui se revendiquent Séléka. C'est cela ? C'est cela ? Le plan commun du gouvernement mis en place à l'OCRB ? Arrêter des Séléka ? Arrêter des criminels ? L'OCRB est accusé ici de fonctionner comme un commissariat normal ? Pardon. Parce que si c'est le cas, c'est toute la hiérarchie policière. C'est les cas ou pas c'est les cas. La hiérarchie policière officielle, pourtant toujours en place aujourd'hui, qui devrait être présentée devant cette cour. Ainsi que les procureurs de la République qui exerçaient leurs fonctions en 2013 et qui les exercent encore. À la fin du procès, nous vous avons démontré qu'il ne reste rien du dossier qui vous a été présenté par l'accusation. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, lors du procès, au fur et à mesure, il vous a été donné d'écouter une autre version des faits et la réalité est apparue. Et comme la réalité ne convient pas à l'accusation, elle décide de la balayer d'un revers de main. Elle vous dit hier, et je vous cite ce qu'elle nous dit hier. « Cette affaire n'est pas une affaire à l'encontre de la coalition Séléka. Ce n'est pas non plus une affaire contre le gouvernement mené par la coalition Séléka.
Je répète, ce n'est pas une affaire contre la Seleka, ce n'est pas une affaire contre le gouvernement Seleka. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'accusation. C'est l'aveu de ce que l'accusation n'estime pas à avoir à démontrer le moindre élément contextuel. Pas besoin de démontrer l'existence et la structure de la Seleka, qui aurait pourtant participé à un conflit armé, selon elle. Pas besoin. Pas besoin de démontrer un gouvernement au parti unique, qui aurait pourtant décidé de la politique. Donc on n'a pas besoin de démontrer une partie au conflit, pas besoin de démontrer qui décide d'un plan, quel groupe d'affidés, rien. Mais alors je vous demande, que faisons-nous ici aujourd'hui? Je vous le demande. Nous sommes ici devant la Cour pénale internationale, qui connaît d'infractions internationales. Comme l'accusation concède ne pas avoir à prouver l'existence d'éléments contextuels, qui sont justement ce qui distingue un crime de droit commun, domestique, d'une infraction internationale. Nous le savons tous ici. S'il n'y a pas d'éléments contextuels, il n'y a pas de crime international. Alors elle nous concède en réalité qu'elle n'a pas l'autorité de poursuivre M. Saïd, puisqu'elle n'a pas présenté un dossier qui porte sur des crimes internationaux. Le constat est inéluctable. L'accusation n'a pas démontré de crimes internationaux. Elle n'a pas démontré les charges au-delà de tout doute raisonnable. Et M. Saïd ne pourrait être qu'acquitté à la suite du procès. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges, pour compléter notre réponse, c'est d'abord Maître François Jacquemin qui va prendre la parole. Il sera suivi par Dov Jacobs. Et je conclurai sur la présentation de notre cas. Je vous remercie. Thank you very much, Ms. Naoui. Mr. Jacquemont, François Jacquemont, would listen to you now. Merci Madame la Présidente. L'accusation affirme l'existence d'une politique d'État discriminatoire en s'appuyant sur des incidents insuffisamment étayés et sans jamais démontrer l'existence d'une politique en amont. L'absence de preuves cruciales empêche de confirmer l'existence ou le déroulé des incidents. Et l'accusation s'appuie sur des témoignages et des documents peu crédibles. Sa méthode probatoire consiste en un empilement de témoignages qui se contredisent entre eux, mais que l'accusation présente comme s'ils formaient un tout cohérent. Elle utilise de manière générique le terme Seleka, mais sans jamais enquêter ou démontrer qui serait la personne concernée, quel est son rôle, de quel groupe elle ferait partie, etc., etc. L'accusation a passé son temps à répéter « un Seleka a dit ceci »,« un Seleka a fait cela », sans identifier ou expliquer qui seraient ces personnes. Par exemple, les hommes, je cite, en tenue civile, qui auraient dévalisé P1808, sont qualifiés de Seleka, sans justification, sans preuve.
Autre exemple de la carence de la preuve. En avril 2013, à propos de l'explosion à la cité Jean 23, l'accusation n'apporte aucun élément concret sur qui aurait causé cette détonation, dans quelles conditions. L'accusation affirme, l'accusation spécule. Mais surtout, en sus de cette faiblesse probatoire, elle affirme sans démonstration et à tort l'existence d'une politique discriminatoire à l'époque des faits. À propos du 7e arrondissement, l'accusation affirme sans preuve qu'il était perçu comme proboscisé. Pourtant, le président Djotodia est issu de ce quartier, si on en croit P0881 et P0882. Et la mère d'Adam est de la même tribu que certains chefs du quartier. Surtout, en 2013, toujours selon P0881 et P0882, le 7e arrondissement est un quartier mixte, avec plusieurs mosquées, beaucoup de musulmans, et dont une partie des habitants a acclamé la Seleka lors de son entrée dans Bangui. Le 30 mars 2013, vous pourrez regarder CAROTP 2039-0330 et CAROTP 2039-0332. Dans les rues de Bangui, des personnes défilaient en brandissant une banderole, je cite, « Le 7e arrondissement de Bangui apporte son soutien au changement du 24 mars. » L'accusation affabule une politique discriminatoire. En réalité, le gouvernement tâchait d'assurer une continuité étatique et de rétablir l'ordre public à Bangui. Il agissait en luttant contre la criminalité et par une politique de désarmement. Désarmement d'éléments incontrôlés ex-Seleka et désarmement aussi de citoyens non autorisés à porter des armes. Ainsi, P1289 affirme que les Seleka étaient à la recherche d'armes dans le 7e arrondissement. Il rapporte même la proposition d'établissement d'un comité pour le désarmement, en l'espèce, des leaders du 7e arrondissement proposaient conjointement, je cite, qu'on laisse les chefs et les jeunes de quartier chercher les armes cachées dans le secteur, afin de les remettre aux autorités, en échange de l'interruption des fouilles dans les maisons. Désarmement également à Boyrab. P0834 affirme qu'au printemps 2013, je cite, « Ce quartier avait beaucoup d'armes et les Seleka étaient inquiets de cette situation. » P100 confirme
P1825 confirme. P2180 confirme. Selon P0119, les chefs de quartier sont sollicités pour retrouver ces armes. Ainsi, ce ne sont pas les militaires qui sont recherchés, mais les armes que certains conservent. Quant à l'opération de désarmement toujours à Boïrab, d'août 2013, elle intervient en réaction à des tirs visant l'Assemblée nationale la veille de l'investiture du président. Elle était nécessaire. Alors, l'accusation soutient que des vols ont particulièrement eu lieu à Boïrab, notamment lors des opérations de désarmement. Mais elle omet de vous dire que Boïrab était le quartier le plus riche de Bangui à l'époque. Les témoignages montrent que les endroits visés étaient considérés comme nantis, si j'en crois P1264. Selon P0547, on visait les maisons bien bâties. P1825 décrit que, je cite, les Séléka pénétraient uniquement dans les maisons bien construites, en épargnant celles qui semblaient appartenir à des habitants pauvres. P0119 et P0547 confirment cette sélection des maisons clôturées. En fait, des éléments incontrôlés ont visé des belles maisons. Et concernant Ngaï Sona, il était alors l'un des hommes les plus riches de Bangui. Il n'y a là aucune politique discriminatoire, mais des actes d'éléments incontrôlés voulant profiter de la situation pour s'enrichir personnellement. En vérité, deux agendas différents se conjuguent alors à Boïrab. Celui du gouvernement, qui souhaitait légitimement désarmer, d'une part, et celui d'éléments incontrôlés, d'autre part, qui visait les nombreuses richesses contre la volonté gouvernementale. Or, comment réagit le gouvernement à ces débordements ? D'une part, politiquement et matériellement. Le président Djotodia condamne les pillages. Il invite les maires de quartier, les maires et chefs de quartier à une réunion au palais présidentiel, au cours de laquelle il écoute les doléances, puis remet au maire de Bangui, je cite P1524, des caisses d'argent pour dédommager les victimes. D'autre part, le gouvernement réagit policièrement et judiciairement. Par exemple, grâce aux patrouilles mixtes de fonctionnaires et d'éléments des missions d'appui, des éléments incontrôlés, que l'accusation nomme génériquement Séléka pour entretenir la confusion, sont délogés, notamment de Poungoulou, avec l'aide de la FOMAC. De même dans le 7e arrondissement. Enfin, par suite, une action judiciaire est vigoureusement menée
des auteurs d'actes de pillage lors de l'opération de désarmement d'août ont été poursuivis et condamnés. Le procureur Tolmo a requis 10 ans d'emprisonnement contre 25 personnes poursuivies. 17 ont été condamnés à 8 ans d'emprisonnement. Ceci illustre qu'aucune politique d'État ne soutenait ces débordements. Au contraire. Thank you very much, Mr. Francois Jacquemart. Mr. Jacobs, your turn. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Je vais revenir sur d'autres éléments de réponse à l'accusation. Et je vais commencer avec la question du conflit armé. L'accusation est revenue hier sur cette question et n'a toujours rien démontré. Déjà, comme pour la Séléka qu'elle ne définit jamais, l'accusation pose comme un présupposé linguistique une histoire de force proboscisée. Et elle ne le démontre jamais. Tous ces témoins, les 7 témoins appelés par l'accusation qui sont censés être anti-Balaka, aucun n'a dit je suis pro-Bozizé. Aucun n'a dit je me bats pour mettre Bozizé au pouvoir. Ils ont dit on ne veut pas que la politique s'en mêle. Certains n'en ont pas parlé du tout. Mais aucun n'a dit « je suis pro-Bozizé ». À ce stade, c'est un déni holistique que fait l'accusation. Ce n'est même pas une question de prendre une approche isolée ou holistique de la preuve. On ne peut pas affirmer l'existence Juste, je résume, pour être sûr que ce soit bien interprété. Quand aucun témoin de l'accusation, aucun, ne dit « je suis pro-Bozizé », il est impossible de comprendre sur quelle base l'accusation dit « ce sont des forces pro-Bozizé ». Aucun témoin. Ce n'est pas possible de présenter un dossier comme ça. Et si vous lisez le mémoire de l'accusation, il n'y a même pas une allégation, ce n'est même pas une question de preuve. À aucun moment, l'accusation ne dit la phrase « Bozizé lui-même a fait quelque chose ». Vous ne la trouverez pas dans le mémoire. Donc on a une force pro-Bozizé fantasmée, qui est pro-Bozizé, et nulle part dans le mémoire, l'accusation essaye même de dire « Bozizé a fait ci » lui-même, ou « Bozizé a fait ça ». C'est même pas une absence de preuve, c'est une absence d'affirmation. On ne sait pas qui sont ces forces pro-Bozizé. Elles sont juste présumées, sans être démontrées. Autre point problématique que l'accusation ne corrige pas hier, c'est comme si on ne connaissait pas la période des charges, avril à août 2013. L'accusation ne date jamais rien. Jamais. Et quand elle date quelque chose, c'est après septembre 2013. Pire, beaucoup de ces exemples, c'est le 5 décembre 2013, soit 4 mois après la fin de la période des charges. En quoi est-ce pertinent que les anti-Balaka seraient, et encore, ce n'est pas démontré, seraient organisés le 5 décembre, quand la période qui nous intéresse se termine en août 2013 ? Ça n'a aucune pertinence pour le dossier.
Donc en définitive, en ne datant rien, l'accusation n'a rien démontré. Un autre exemple qui a été mentionné par l'accusation hier, celle du financement des proboscisés, des soi-disant proboscisés. L'accusation, pour une allégation aussi importante, s'appuie sur une source unique, un témoin. Quand on parle d'approche isolée de la preuve, pour affirmer que tout un mouvement, qui serait un groupe armé dans tout le pays, serait financé, on a un témoin qui parle de la mise en gage de la maison de Mocom et de quelques transferts bancaires. C'est tout. Pour démontrer, encore une fois, la preuve de le financement de tout un groupe. Où sont les enquêtes sur les virements bancaires? Je ne sais pas. Si c'est des virements bancaires, on doit avoir des banques qui peuvent coopérer, qui peuvent collaborer. Je n'ai pas vu de dossier comme ça où il n'y a pas de preuves. Et sur la maison de Mocom, c'est pas sérieux. Tout un mouvement, tout un groupe armé a été financé par l'hypothèque d'une maison. Ce n'est pas une allégation sérieuse. Surtout, on comprend mal la position de l'accusation dans le présent dossier. Dans l'affaire Mocom, l'accusation avait dit « Nous ne pensons pas que Mocom a financé les anti-Balaka ». Elle l'a dit. Et elle a même abandonné les poursuites contre lui. Et aujourd'hui, c'est un grand organisateur des anti-Balaka. Donc la question n'est même pas qui croire dans les témoins. Aujourd'hui, on doit savoir quelle accusation croire. L'accusation du dossier Mocom ou l'accusation du dossier Saïd. L'accusation, encore une fois, refuse de croire ses propres témoins. Alors elle ne l'a pas redit en audience hier, peut-être parce qu'elle a conscience de l'absurdité de l'affirmation, mais dans son mémoire, elle parle de heavy weapons, pardon, l'expression m'est venue en anglais, d'armes lourdes. Alors que tous ces témoins parlent d'arcs, de flèches, de casseroles. Où est la preuve des armes lourdes? Aucune au dossier. C'est pareil pour l'histoire de l'intensité des combats, des escarmouches. L'accusation nous affirme qu'il y a des grands combats en province. Alors, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, comme symbole de la déconnexion entre ce que disent les témoins et ce qu'en tire l'accusation, nous avons P2251 qui décrit la fameuse attaque sur Bossangoa en septembre 2013. Les groupes d'autodéfense ont tapé sur des casseroles et fait beaucoup de bruit en criant « Partez, partez, nous sommes là !» Et ensuite, au début de l'attaque, les éléments de la Seleka qui gardaient le village ont été pris par surprise. Ils se sont enfuis vers leur base en laissant leurs armes derrière eux. Et nos chefs s'en sont emparés. Voici le conflit intense que nous vend l'accusation. Autre exemple de déformation. L'accusation l'a redit hier en audience que le gouvernement aurait été au courant qu'il y avait des forces proboscisées qui s'organisaient. Mais c'est encore une fois au prix de la déformation de sa preuve. Et il y a un exemple frappant.
L'accusation nous dit hier, et je cite le transcrit T140 d'hier, « Les membres ont été envoyés en mission à Zongo par le ministre de l'époque, Adam, pendant la période de mai à août 2013. Dans le but de recueillir les renseignements des activités des forces proposées. Ici, je fais référence aux ordres de mission, cités au paragraphe 38 du mémoire de l'accusation. Voici ce que nous dit l'accusation hier. Cette position est incroyable. Si vous regardez ces ordres de mission, ce que vous avez peut-être fait déjà, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, ils ne disent pas un mot de force proboscisée. Alors peut-être l'accusation a-t-elle une autre preuve sur cette question, mais elle ne peut pas dire qu'un document dit quelque chose quand c'est faux. Ces documents parlent de mission à Zongo. Point. Vous ne trouverez pas les mots probosciser, vous ne trouverez pas le mot monitoring ou recueillir des informations. Ce n'est pas un procédé acceptable devant la Cour pénale internationale. Et pour finir sur le conflit armé, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, l'accusation est, encore une fois, dans un déni de réalité concernant l'absence du conflit armé. Encore une fois, entre mars et août 2013, qui est la période pertinente. L'accusation hier nous dit qu'elle refuse d'écouter le seul témoin spécialiste du droit international humanitaire appelé dans ce procès, P15, appelé par la défense, qui a travaillé à l'ONU, qui a travaillé au CICR, qui a travaillé pour le ministre des Affaires étrangères suisse. Ce témoin ne serait pas crédible, ne serait pas fiable. Et donc tout le monde n'est pas crédible, tout le monde n'est pas fiable. L'ONU, le CICR, le Conseil de sécurité. Est-ce qu'on a entendu l'accusation en parler hier? Non. Pas une seule organisation internationale, avec des gens sur le terrain, des ONG. Personne, j'insiste, personne ne dit à l'époque qu'il y a un conflit armé en RCA entre avril et août 2013. Après, discutons-en, mais ce n'est pas pertinent. Just so you're guided, Mr. Jacobs, you have 10 minutes more to respond to the prosecution's brief. 10 minutes for now. Pardon, vous voulez que je continue 5 minutes après 11h, c'est ça? Juste pour comprendre. Yes, please. Merci, Madame la Présidente. Depuis le début du procès, l'accusation ignore ce fait. L'ironie, et on l'a expliqué dans notre mémoire, c'est que l'accusation qui veut complètement ignorer le CICR, qui est prudent, le CICR, P15 nous l'a expliqué. P15 nous a dit le CICR, il est prudent, mais il veut protéger les civils. C'est important pour le CICR de protéger les civils. Donc s'ils peuvent déclarer un conflit armé, ils le font. C'est ce que nous dit le CICR. Et ce n'est qu'en mars 2014, j'insiste, que le CICR dit qu'il y a un conflit armé en RCA. L'accusation, dans son mémoire, cite l'étude du CICR sur la coutume.
Elle est bien contente d'utiliser le CICR d'un point de vue argumentation juridique, mais quand il s'agit d'écouter ceux qui appliquent ces textes, le CICR lui-même, elle refuse de les écouter. Ce déni, encore une fois, n'est pas adressé. Il est complètement ignoré par l'accusation. Qui, face à cette unanimité des sources, aurait pu au moins, dans son mémoire, expliquer. Le CICR a tort pour telle raison, l'ONU a tort pour telle raison. Mais jamais, pas un mot. Mais ignorer la réalité ne la fait pas disparaître. Je vais aborder un point suivant, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges, c'est la question de l'absence de démonstration sur les incidents. Les problèmes de preuve sont les mêmes ici qu'ailleurs. Si on lit les développements consacrés aux incidents dans le mémoire de l'accusation, on a l'impression de résumés de témoignages plutôt que de véritables démonstrations. On a des affirmations à la chaîne, affirmations parfois contradictoires, fréquemment non corroborées. On a donné des exemples dans notre mémoire, mais parfois, vous pouvez avoir pour un incident, dans le même paragraphe, un témoin qui dit que une personne a été arrêtée par telle personne, et dans la phrase d'après, un autre témoin qui dit que c'est une autre personne. Une contradiction d'une phrase à l'autre, sans explication. Quel témoin doit-on croire? On ne sait pas. L'accusation a passé beaucoup de temps en audience hier, beaucoup de temps, à nous expliquer que ce n'est pas grave que la preuve soit non corroborée. Ce n'est pas grave que la preuve soit incohérente. Ce n'est pas grave que la preuve soit contradictoire. Ce n'est pas grave s'il y a des problèmes de date. Ce n'est pas grave si l'on n'a pas l'identité des victimes. Quel aveu! Plutôt que de défendre la solidité de sa preuve, l'accusation en défend la faiblesse dans ses conclusions finales. Je répète, quel aveu de faiblesse de la part de l'accusation. L'accusation a essayé de revenir en audience pour sauver l'incident G. Pourtant, y revenir ne change rien à la situation. P2607 et P2504 ne sont d'accord sur rien. Ni sur la date de l'incident, ni sur le déroulé de l'arrestation du frère de 2607, ni sur une éventuelle mise en détention du frère, ni sur leur présence respective à l'OCRB, ni sur le rôle allégué de M. Saïd, qui selon un témoin est à l'intérieur de l'OCRB, selon l'autre témoin est dehors. M. Saïd peut soudain être à deux endroits en même temps. Ni sur la manière dont le décès a été annoncé à la famille. Rien. L'accusation a brillamment démontré une absence de corroboration, et non l'inverse. P2607, pourtant le témoin clé de l'accusation sur cet incident,
Il n'est pas présent au moment de l'arrestation de son frère. Il n'est pas le témoin de l'arrivée alléguée de son frère à l'ECRB. Il n'est pas le témoin de la mise en détention alléguée de son frère. Il n'est pas un témoin fiable du départ de son frère de l'ECRB. Il n'est pas le témoin de décès allégué de son frère. Il n'est le témoin de rien. L'accusation nous dit hier que P2607 a reconnu son frère quitter l'OCRB. Comment ? Parce qu'il a vu une paire de jambes dans un pick-up avec un jogging bleu. Et encore, le témoin, dans sa déclaration antérieure, dit « Je crois qu'il était bleu ». Ce n'est pas une identification sérieuse à la Cour pénale internationale, sauf à penser que le frère de P2607 est la seule personne dans tout Bangui à porter un jogging bleu. L'accusation veut aussi qu'on ignore. Elle dit les problèmes de date, c'est pas grave. Mais on a un document militaire au dossier, apporté par 2607 lui-même. C'est le témoin de l'accusation qui l'a amené. Ce document militaire dit quoi ? Que le témoin, le frère du témoin, est mort des mois plus tard, en novembre, de maladie. Mais on doit juste l'ignorer. Alors que ce document crée évidemment le doute qui doit bénéficier à M. Saïd. L'accusation a dit hier, et j'en ai déjà donné des exemples du contraire, mais que la défense aurait une lecture isolée du dossier, de la preuve, alors que l'accusation en aurait une vision holistique. Les deux mémoires montrent clairement que c'est l'inverse. L'accusation se focalise fréquemment sur un témoin qui dit une chose pour en faire une généralité. Si vous lisez le mémoire de la défense, c'est elle qui a une approche holistique, la défense. Parce qu'il y a souvent plusieurs, voire des dizaines de témoins qui corroborent un fait. Ça, c'est une approche holistique, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. Mettre une référence en note de bas de page pour démontrer un truc très important, comme le financement des anti-balaka, ça, c'est une approche isolée. Je vois l'heure, Madame la Présidente. Well, indeed. We're going to break off for now for some 30 minutes. And when you come back, you still do have your 60 minutes to summarize your case on behalf of Mrs. Said. So I rise the court for 30 minutes. All rise, we will be.